Je sais que le néerlandais a une très mauvaise image et donc mon but ça a été de créer une safe place où tu peux étudier le néerlandais à ton aise sans être critiqué. J'ai décidé de lancer Cozyglot. Tu t'es lancé du coup il y a un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé, le déclic? Moi j'avais toujours été cette très bonne élève à l'école, qui avait des bons points, qui travaillait dur et j'avais pour objectif de devenir interprète à l'université. J'ai fait traduction et interprétation, ça se passait bien jusqu'à ce que je sois partie en Erasmus et j'ai vécu une année très difficile là qui a fait que je suis tombée en burn-out, dépression. Parce qu'au moment où j'ai commencé ça, j'avais déjà pris la décision d'arrêter mes études parce que ça n'allait plus et j'avais déjà essayé de faire comprendre ça à mes parents pendant l'été, ça avait été compliqué. Bon, ça y est, tu t'es lancé. Est-ce qu'il y a des conseils maintenant que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui justement est comme toi? Si la personne veut se former, c'est l'IFA PME. En plus de ça, c'est gratuit, donc ça coûte rien d'essayer. Et puis ensuite de bien s'entourer, de s'entourer d'autres entrepreneurs. Et puis juste oser et y aller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion entrepreneuriale. Je suis ravie de vous accueillir. Alors je vais vous présenter mon invité sans plus attendre, mais simplement je dois vous rappeler que ici nous allons avoir une interview d'une personne qui a osé se lancer, osé lancer son projet. Et nous aurons une petite capsule qui parlera justement d'une stratégie qu'elle applique assez bien. C'est la stratégie des stories sur Instagram. On se retrouvera dans cette capsule, mais sans plus tarder, je vous présente et j'accueille Sylvie. Sylvie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté la proposition. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, ton petit thé est prêt. D'ailleurs, tu vas pouvoir retourner le couvercle et déposer l'infuseur dessus sans faire de bêtises. Ah, on va essayer. Tu aimes le thé, Sylvie? Oui, évidemment. Grande fan de thé. Chouette. Voilà. Alors, normalement, il n'est pas trop chaud, donc tu vas pouvoir déguster ça pendant qu'on papote. Top. Alors, Sylvie, tu es qui? Raconte-nous tes motivations, ton projet. Qu'est-ce que tu as lancé il y a déjà un an, un peu plus d'1 an. Oui, déjà. Raconte-nous. Alors, du coup, moi, par où commencer? J'ai décidé de lancer Cozyglot. Cozyglot, c'est une école de langue, pour le moment uniquement néerlandais, français, langue étrangère, ce qui est déjà pas mal. Et je suis surtout passionnée par la langue néerlandaise. Je suis une de ces rares personnes qui a directement adoré le néerlandais dès que j'ai découvert la langue. Et je sais que le néerlandais a une très mauvaise image, et donc mon but, ça a été de créer une safe place où tu peux étudier le néerlandais à ton aise, sans être critiqué. Je suis vraiment là pour t'aider et je vais tout faire pour faire des cours personnalisés et trouver la méthode qui va te motiver à apprendre le néerlandais. Et j'aimerais bien un jour pouvoir proposer ça, mais dans plein d'autres langues. Mais évidemment, il faut commencer quelque part. Donc, je commence avec le néerlandais et un petit peu le français, c'est déjà pas mal. Ok, donc Cozyglot, tu as dit, Oui. on peut retrouver ça évidemment sur les réseaux, Évidemment. un site internet. Bientôt, il est en cours. Ok, d'accord. Alors, tu t'es lancé du coup il y a un peu plus d'1 an. Quel a été le parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé, le déclic? Raconte-nous. J'ai jamais rêvé d'être indépendante, j'avais jamais même pensé être indépendante ou entrepreneur. Moi, j'avais toujours été cette très bonne élève à l'école, qui avait des bons points, qui travaillait dur, et j'avais pour objectif de devenir interprète, et dans le meilleur des cas, interprète au Parlement européen, donc vraiment rien à voir. Et puis, donc, j'ai commencé mes études à l'université, j'ai fait traduction et interprétation, ça se passait bien jusqu'à ce que je sois partie en Erasmus. Je suis pas partie très loin, je suis partie à Anvers parce que je voulais vraiment améliorer mon néerlandais. Et j'ai vécu une année très difficile là qui a fait que je suis tombée en burn-out, dépression. Et j'ai commencé à perdre un peu le sens de ma vie. Je savais plus pourquoi je me levais le matin, pourquoi je continuais à aller en cours parce que j'avais commencé aussi le master en interprétation. Mais comme j'étais déjà en dépression, j'étais déjà pas bien moralement. C'est un master très lourd et d'être arrivée là avec un mindset qui était déjà pas avec moi, c'était foutu d'avance. Donc j'ai fini par arrêter interprétation et j'ai été en traduction. Sauf que j'ai jamais rêvé d'être traductrice. Perso, ça m'intéresse pas du tout. Donc j'allais à mon master en traduction en me disant mais pourquoi je fais ça? Je veux pas être traductrice. Alors certes, les langues c'est bien, mais j'ai pas du tout envie d'être traductrice. Donc je prenais aucun plaisir à traduire des textes toutes les semaines. Et puis à un certain moment, pendant toute cette période où j'ai eu mon burn-out, dépression, parce que j'ai eu un mélange des deux, j'avais pris pour habitude de noter dans un petit carnet tout plein d'idées de ce que je pourrais faire de ma vie plus tard. Par exemple, je sais pas, lancer un podcast sur les langues, faire une page Instagram pour apprendre le néerlandais, faire des petites traductions par-ci par-là, parce que de temps en temps, ça me dérange pas, juste, je sais pas faire ça tous les jours de 9 à 17 heures, enfin, plein de choses ainsi. Et puis je me souviens un jour, c'était je pense en octobre 2021 ou 2022, je sais plus, non 2021, j'ai rouvert ce carnet et j'ai eu, je sais pas, comme une illumination et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi je lancerais pas mon business avec tout réuni
sous le même toit, donc aussi bien la traduction, apprendre les langues, donner des conseils, enfin plein de choses liées aux langues, même le sous-titrage, tout lié sous le même toit. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Et ça a été vraiment une illumination. Ah ben, on sent l'illumination Oui. là. Bon, du coup, tu as cette illumination, comme tu le dis. Et qu'est-ce qu'on fait du coup après? Moi, je me suis dit, je peux pas me lancer sans me former un minimum parce que, ok, j'ai mon niveau en néerlandais, mais je connais rien au monde entrepreneurial, je connais rien au business. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet des formations. J'avais noté dans mon petit calepin plein de formations et le prix, évidemment, parce que j'avais pas un portefeuille sans fond. Donc, il fallait que je décide laquelle était le mieux. Et moi, quand il faut prendre une décision, ça me stresse. Je sais toujours que je vais prendre la mauvaise. Et puis, finalement, quelques jours après, je suis tombée sur le site de l'IFAPME où on parlait de je monte ma boîte. Et quand j'ai vu que c'était gratuit, je me suis dit, bon, tiens. Mais au début, j'avoue que j'y croyais pas trop. Je me dis, quand c'est gratuit, généralement, c'est que c'est pas... Non, alors qu'après, j'ai appris que c'était pas gratuit, c'était subsidié, donc c'était encore différent. Mais, et ça, c'est la formation que j'ai suivie et qui m'a permis de tout mettre, grâce à toi notamment, à tout mettre en place pour me lancer. Ok, donc tu as suivi cette formation IFA-PME et à l'époque, tu étais encore étudiante chez tes parents? Je pense qu'au moment où j'ai commencé ça, j'avais déjà pris la décision d'arrêter mes études parce que ça n'allait plus. Et j'avais déjà essayé de faire comprendre ça à mes parents pendant l'été, ça avait été compliqué. Et j'avais commencé ma Master 2, puisqu'il me restait plus qu'un an. Et après quelques semaines, j'ai dit non, ça va vraiment plus. Genre, je peux pas continuer ou je vais me tirer une balle, très clairement, ça va plus. Et donc j'ai arrêté, j'ai annoncé à mes parents, enfin ils avaient pas trop le choix, genre c'était plus possible mentalement. Et donc j'avais déjà arrêté mes études avant de commencer Je monte ma boîte. Comment tes parents, ils l'ont accepté? Alors ma Enfin, ou ils l'ont maman, pris en tout cas. évidemment, elle a eu enfin, ça a beaucoup inquiété au début et je peux comprendre. Enfin, surtout que moi, on m'avait toujours dit: «Oh Sylvie, je m'inquiète pas pour elle, elle aura jamais aucun souci». Donc j'avais toujours cette pression et j'avais peur aussi de la décevoir. Elle a essayé de me comprendre. Elle a quand même essayé de me dire: «Oui, mais il reste quelques mois avant le diplôme, vas-y». J'étais en mode: «Non, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible». Et c'est elle qui en a parlé à mon papa parce que j'ai trop peur de décevoir mon papa, encore plus que ma maman, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, c'est elle qui lui en a parlé. Je pense qu'il s'est aussi inquiété jusqu'à ce qu'il y ait cette soirée de l'entrepreneuriat à l'IFA PME où j'ai pu pitcher mon projet, où je les avais invités, j'avais invité aussi ma famille. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit: ok, elle sait ce qu'elle fait. Et ils ont commencé à me faire confiance. Ouais, ouais. Ils ont vu la Sylvie merveilleuse en action, toujours parfaite, hein, tu le dis, tu es toujours la bonne élève. Et ce jour-là, tu as pitché merveilleusement bien ton nouveau projet. Très fière. Tu as eu peur quand tu as décidé à l'issue de la formation de te lancer? Tu as eu des peurs, des craintes? Un petit peu, puisque c'était vraiment un monde que je ne connaissais pas, mais j'étais vachement rassurée grâce à tout ce que j'ai appris à l'IFA PME et puis le fait d'avoir rencontré d'autres personnes et de savoir que j'étais pas toute seule. En plus de ça, j'avais ma sœur et mon beau-frère qui étaient aussi dans l'entrepreneuriat, donc c'était pas quelque chose de tout à fait inconnu. Je savais que si j'avais des problèmes, je pouvais notamment compter sur eux. Donc, à un certain moment, oui. En fait, le problème, c'est que je voulais que tout soit parfait, perfectionniste comme je suis. Et ça, c'est très dur de se lancer quand on sait que c'est pas parfait. Mais à un moment, il faut se lancer et je l'ai fait et aucun regret. Ouais. Je crois d'ailleurs que c'est un conseil que je t'ai donné et que je donne souvent, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait, de ne pas attendre de créer une grosse machine qui soit parfaite. De un, parce que c'est rarement parfait quand on est perfectionniste. Et de deux, parce que le moment où ce sera parfait, ce sera peut-être le moment où c'est trop tard, en fait. Et donc, n'attendez pas que ce soit parfait. D'ailleurs, dans le monde dans lequel on vit, un monde très, très digital et très rapide, très agile, c'est mieux de sortir un petit prototype, de le tester, de le lancer. C'est d'ailleurs, je pense que ce que je t'avais conseillé pour ta plateforme de formation, c'est de lancer, d'y aller, de prendre, pourquoi pas, des bêta-testeurs qui vont pouvoir tester et d'y aller. Au moins, vous allez crash-tester votre projet et puis après, eh bien, vous allez pouvoir adapter, mettre en place en fonction de ce que le client vous dit, les retours du marché, ce que la concurrence va faire en fonction. Et donc, je crois que c'est, même pour les même pour les perfectionnistes, je pense que c'est la meilleure solution, c'est d'aller c'est d'aller lancer finalement, d'aller sur le marché, de lancer, de tester votre fonctionnalité. Et puis à force de le faire, on a aussi de nouvelles idées constamment, donc c'est impossible d'attendre que ça soit parfait vu qu'il y a toujours des nouvelles idées qui arrivent. Alors je pense qu'en termes d'idées, tu n'en manques pas. Si on te suit sur les réseaux, on voit que ça va dans tous les sens et dans les jolis sens. On en parlera tout à l'heure de ta stratégie marketing et surtout sur Instagram parce qu'elle elle est assez intéressante. Mais avant, je voulais quand même parler des conseils qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux autres qui ont envie de se lancer, notamment en termes de mentor, de formation. Qu'est-ce que tu
tu peux leur donner comme petit conseil? Le premier conseil que je dirais, si la personne veut se former, évidemment, et je pense que j'ai déjà conseillé énormément de fois, c'est l'IFA-PME. En plus de ça, c'est gratuit, donc ça coûte rien d'essayer. Perso, c'est ce qui m'a vraiment permis de mettre les bases, de créer la fondation de mon business, de développer mon projet, parce qu'au début, on a une idée, mais on ne sait pas trop si c'est réaliste ou pas. Et puis ensuite, de bien s'entourer, d'avoir évidemment des amis, de la famille qui est là pour toi quand ça va pas, quand tu as des doutes, mais aussi de s'entourer d'autres entrepreneurs, puisque même si, si ta famille ou tes amis sont pas dans l'entrepreneuriat, ils peuvent pas forcément comprendre ce que c'est, ce que tu peux ressentir, ce que tu peux traverser. Donc d'avoir d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, c'est vraiment très très rassurant et qui peuvent t'aider à trouver ensemble une solution, donc s'entourer et puis juste oser et y aller. Il n'y a Yes. pas de recette magique à ce niveau-là. Je crois que tu as osé aussi suivre une formation à l'étranger de 3 jours Oui, qui coûte quand même très pas mal cher. d'argent quand c'est la première fois qu'on paye une formation. Oui, oui. Juste, j'avais été à l'UPW de Tony Robbins à Birmingham, c'était l'année dernière et c'était incroyable. Ouais. Vraiment, ça a été une expérience unique. Alors là, c'est pas une formation du coup sur l'anglais, c'est une Non. formation vraiment de développement Oui, personnel. Ça t'a appris beaucoup de beaucoup de choses. choses. Ça a été, je ne saurais même pas décrire ce séminaire parce qu'il faut le vivre pour savoir si ça a été intense. Tu es là avec 10 000 personnes, tu vibres avec d'autres personnes. Moi, on m'avait toujours parlé de ces vibrations et je ne comprenais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'arrive là et que je comprenne c'est quoi vibrer et entendre d'autres personnes, 10 000 personnes parfois pleurer, crier parce qu'on passe par plein de phases. L'objectif de ce séminaire, c'est de casser les croyances limitantes. Du coup, on passe par plein de phases parfois très compliquées parce qu'il faut vraiment aller puiser en soi. Mais c'est incroyable. Et le premier jour, il y a la marche sur le feu, cette fameuse marche sur le feu. Et ça a été. Après ça, on se dit, bah, si j'ai pu marcher sur le feu, de quoi ai-je peur? Yeah. Et puis on rencontre des gens aussi incroyables. Donc ça a été l'expérience de ma vie. Bon, si tu retrouves la capsule vidéo dans laquelle on te voit marcher sur le feu, Mais je pense pas qu'on m'ait filmé. tu l'as pas? Bon, On était dommage. tellement tous sur le moment, Ouais, profiter. J'aurais bien voulu pour juste avoir ce ce souvenir. souvenir, ouais, l'énergie. Ouais. C'est pas grave, je pense que tu as ancré toute cette Ouais, énergie, que tu l'as, et le jour où ça va pas, eh bien, tu sais ressortir exactement. cette petite capsule d'énergie, comme on prend son petit comprimé de Mhm, magnésium, eh bien, tu ressors cette petite exactement. capsule. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Est-ce que il y a des obstacles dont tu as envie de nous parler, des défis, des challenges que tu as rencontrés? Parce que je sais que voilà, ça fait 1 an que tu es lancé, mais que tu as rencontré des obstacles. Et qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Je pense que le premier obstacle, c'est plutôt quand je me suis lancée le 10 juillet 2023 du coup. Je me suis lancée, j'ai fait ma petite story sur Instagram et je me suis dit, et on fait quoi maintenant? J'étais trop contente, j'attendais cette date depuis des mois et le jour J, je ne savais plus quoi faire et ça a été très, très dur de trouver ma première cliente. Donc ce que j'avais fait, je me suis dit: «Bon OK, pour le moment on me connaît pas encore, donc il va falloir que je sois plus active sur les réseaux, que je me fasse connaître». Et ce que je me suis dit: «Bah, autant proposer gratuitement mes services à quelqu'un et en contrepartie qu'elle me fasse un petit retour pour, à continuer à améliorer, mes services et puis peut-être potentiellement en parler autour d'elle». Donc j'avais commencé par un concours pour, non, d'abord j'avais proposé une fois mes services gratuitement à quelqu'un et puis j'ai fait un concours et ce concours m'a permis d'avoir ma première cliente parce elle a pris les 4 cours du concours et qu'elle avait 4 cours gratuits et puis elle a décidé d'aller plus loin. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose auquel il faudrait peut-être penser au début quand on a du mal, quand on a du mal à trouver des clients. Et puis, même si je l'avais elle, ça a été très dur après de trouver d'autres clients. Et donc, c'était le fait de publier constamment sur Instagram, être présente quotidiennement, parce qu'Instagram, c'est vraiment... je suis tout le temps là-dessus. Et de pas avoir les résultats, c'était vraiment, vraiment décevant. Surtout après plusieurs mois où j'arrivais toujours pas à vivre bien de mon business parce que je me suis directement lancée à temps plein. Donc, j'avais rien à côté. Donc ça a été, je pense, le plus gros obstacle. Un peu ce stress aussi financier, parce qu'il fallait que je subvienne à mes besoins en même temps. Tout à fait. Donc ça, oui. Ouais. On va aborder tout ce qui est stratégie marketing digital et commencer par euh, toi, tu ne bases ton marketing finalement que sur le Oui, digital? oui, Ouais. je fais rien d'autre. Ouais. Vraiment rien. Donc tu fais pas de salon, Non, tu vas pas à la rencontre des étudiants, non, Non. rien du tout. Peut-être un jour, mais pour le moment, je suis bien sur mes réseaux sociaux. Ouais. Euh, qui est ton client cible?
Toutes ces personnes qui ont été dégoûtées du néerlandais à l'école, qui ont été un peu peut-être abaissées potentiellement par leurs profs en mode: «Oh, son néerlandais, il est vraiment catastrophique» ou ce genre de choses, qui se sont dit après leurs études: «Oh, bah, le néerlandais, j'en ai plus besoin maintenant, donc c'est bon, je vais laisser tomber» et qui au final, quelques années après, se rendent compte: «Ah mince, au niveau du boulot, le néerlandais, au final, ça pourrait m'ouvrir de très belles portes» ou puis même quand ils vont en Flandre et qu'ils sont incapables de dire quelques petits mots, de se débrouiller, je vise surtout ces personnes-là pour, leur donner goût au néerlandais, leur donner goût comme j'ai eu goût à la langue et leur prouver que le néerlandais, c'est pas si compliqué à partir du moment où on l'explique correctement. Donc ça, c'est vraiment mon client chouchou. Oh, sinon, évidemment, toute personne qui veut apprendre le néerlandais, je suis là pour aider. On va aborder donc cette petite capsule qui parle de la stratégie de story sur Instagram. Et puis on se retrouve tout de suite avec Sylvie pour la suite de cette interview. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des stratégies les plus efficaces sur Instagram, les stories. Si vous êtes entrepreneur, coach, créateur de contenu, simplement en quête d'une meilleure visibilité sur cette plateforme, les stories doivent faire partie de votre quotidien. Pourquoi les stories sont-elles si importantes? En fait, Instagram, depuis quelque temps, mise vraiment beaucoup sur l'authenticité, l'interaction dans sa nouvelle mise à jour, il l'a dit. Et les stories sont un outil vraiment parfait pour ça parce qu'elles sont instantanées, c'est léger, elles permettent de créer vraiment un lien direct avec votre communauté. C'est en fait une fenêtre ouverte sur votre quotidien, sur les coulisses de votre activité, mais c'est aussi un moyen d'amener votre audience à interagir vraiment avec vous. Alors, ce podcast vise à vous aider à comment bien utiliser les stories. Alors, une première règle simple à retenir que je m'efforce de donner, c'est 3 stories par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous les structurez bien, vous verrez que ça devient vite une habitude et que ça vous aide vraiment à engager votre audience. Et donc, quel type de story vous pourriez partager chaque jour? Je vous conseille de suivre ce format. Ce sont un couple à la télévision américaine qui a donné ce petit conseil et que je vous partage. Donc, le premier, c'est une story qui partage votre quotidien d'entrepreneur. Les gens, ils adorent voir ce qui se passe derrière les coulisses. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Quels sont vos défis? Vous pourriez montrer un peu de votre bureau, de votre réunion, même juste le café ou le thé que vous êtes servi. Les embouteillages. Bon, bref, finalement, c'est un peu amener votre quotidien professionnel à votre communauté et montrer ce que vous vivez en tant qu'entrepreneur. Donc, la première des choses, c'est ce que vous vivez en tant qu'entrepreneur, les backstage. Un deuxième, c'est une story, vous allez partager un conseil, donc donner de la valeur. C'est vraiment un excellent moyen de montrer votre expertise de façon rapide, sans que ce soit trop du push produit. Donc, vous donnez un conseil pratique à votre audience, une astuce que vous avez récemment découverte. Quelque chose qui va donner de la valeur. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du marketing, vous partagez un conseil sur les stratégies des réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment d'offrir quelque chose de concret qui mette en avant vos compétences, qui offre quelque chose à votre audience et du coup, ça va renforcer votre crédibilité. La troisième chose, c'est une story qui partage les choses ou les personnes que vous aimez. Ça peut être un livre, ça peut être une citation inspirante, un produit que vous avez découvert, même quelqu'un dans votre réseau que vous appréciez, que vous avez envie de mettre en avant. Cette story, ça va vraiment vous permettre d'inspirer, de montrer ce qui vous passionne, créer un lien vraiment personnel avec votre audience. Et vous allez montrer vos intérêts. Du coup, ça va vraiment humaniser votre marque et ça va vous permettre de tisser un lien plus fort avec votre communauté. Donc ce sont donc les 3 stories que je vous propose de faire par jour. Une autre stratégie importante à adopter, c'est de laisser expirer au moins une story, au moins une fois par semaine vos stories. Pourquoi? Parce que l'algorithme fonctionne vraiment de manière assez simple. Quand vos stories disparaissent, elles ne restent que 24 heures, vous remontez automatiquement dans le fil des stories de vos abonnés. Et donc si vous disparaissez du fil, vous réapparaîtrez avec, une certaine fraîcheur dans le fil, d'actualité que si vous remettez tout le temps des stories qui ne s'éteignent pas, là, vous allez finalement être perdu dans le fil des stories. Donc, vous pourriez, par exemple, le dimanche, arrêter de publier des stories pendant 24 heures pour jouer vraiment sur ce côté mes stories s'expirent. Et lorsque vous allez en reproposer des nouvelles, eh bien, l'algorithme va vous mettre en avant. Ça va vous permettre d'élargir votre audience et donc d'augmenter la visibilité de vos stories. Et le troisième conseil, ce serait vraiment d'utiliser tout ce qui est interactif, donc les demandes d'avis, les sondages, etc.
pour augmenter l'interactivité. Donc, par exemple, si vous partagez un conseil dans une story, ben, vous pourriez demander à votre audience, est-ce que vous avez déjà essayé cette méthode? Oui, non. Vous pouvez créer des mini quiz pour tester leurs connaissances. Je donne souvent cet exemple. Ben voilà, tous les vendredis, vous donnez un quiz avec deux, trois questions sur votre domaine et ben, laissez répondre et demander leur avis aussi. S'ils ont des nouvelles idées de produits, de services, eh bien, demandez leur avis. L'interactivité, c'est vraiment ça qui va pouvoir être joué dans les stories et ça ne s'arrête pas, là. Vous pouvez vraiment, utiliser les stories pour envoyer des messages privés. Quelqu'un qui a pris la peine de répondre à un quiz, bah, envoyez-lui un message privé. Pourquoi c'est super important maintenant? Parce que Instagram a annoncé que dans son nouvel algorithme, c'était vraiment l'interaction en message privé qui, jouait. Ça envoyait vraiment un signal fort, comme quoi votre contenu est engageant. Ça augmente vraiment la possibilité et la visibilité de votre contenu. Donc c'est vraiment, l'idée de partager en message privé, qui va augmenter cette visibilité. Donc c'est assez simple finalement. Inviter les gens à vous poser des questions en message privé, à réagir à vos stories. Par exemple, vous partagez un conseil, vous pourriez dire, ben, si vous avez des questions supplémentaires, envoyez-moi un message, je serai ravie de pouvoir y répondre. Du coup, ben, vous pouvez aussi organiser des sessions de questions-réponses, hein. Les questions-réponses en live, c'est vraiment le côté interactivité, mais vous pouvez aussi envoyer vos messages, enfin, vos questions en message privé. Donc, je récapitule. Pour les stories, les étapes, c'est 3 stories par jour. Une sur votre quotidien d'entrepreneur, une sur un conseil une valeur ajoutée que vous pourriez apporter et une où vous partagez ce que vous aimez. Alors, deuxièmement, c'est laisser vos stories s'expirer au moins une fois par semaine pour réapparaître dans le fil d'actualité de vos abonnés. Troisièmement, utilisez les stickers interactifs, donc les sondages, les quiz, les petits bzz, curseurs, là, les questions ouvertes. Et quatrièmement, c'est pousser à l'interaction en message privé pour booster l'algorithme Insta et bah, créer vraiment des liens plus forts. Donc, utilisez tout le temps la messagerie privée d'Instagram. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider dans, la stratégie de vos stories. C'est vraiment un outil puissant pour créer un lien direct avec votre audience, partager votre quotidien, montrer votre expertise. Si vous suivez ces conseils, je pense que ça peut vraiment augmenter votre visibilité de façon facile, récurrente, organisée et bah, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et de visibilité. Dites-moi en commentaire ce que vous allez partager aujourd'hui dans vos stories. Alors, on se retrouve avec Sylvie pour la suite de cette interview. Sylvie, donc on parle de Instagram, de la stratégie, surtout de stories sur Instagram. Alors Instagram, évidemment, ce n'est pas que des stories, mais je voulais en parler particulièrement avec toi parce que tu utilises vraiment ce canal de communication. Est-ce que tu as un planning? Est-ce que tout ça est structuré? Ou est-ce que c'est vraiment, au feeling? Raconte-nous un peu comment tu crées tes stories, à quel contenu tu penses, comment tu imagines que ton client réceptionne ta Mhm. story, quel est l'objectif derrière? Raconte-nous tout ça. Ok. Au début, j'essayais de programmer un petit peu, je me faisais un planning sur papier, je disais lundi, je vais montrer un peu les coulisses de Cozy Cloth, mardi, je vais présenter un service, mercredi, un retour client potentiellement, donc je planifie un petit peu. Mais après, ça fait un an que maintenant je suis sur Instagram, je planifie plus, pour être honnête, je fais un petit peu au feeling de ce que j'ai envie de parler sur le moment. Je sais qu'il y a plusieurs types de stories, je les connais plus par cœur, il y en a 7, 8, quelque chose comme ça. Et j'essaye un peu de varier, pas parler que de mes services, parce que clairement ça va ennuyer les gens de parler que de ça. Donc de parler de moi, ça c'est quelque chose que j'ai du mal. Pourtant, parler de soi, ça va vraiment permettre à ton public de s'identifier plus facilement et puis de te connaître, donc de te faire confiance. Puis le fait de montrer les coulisses, des retours clients, enfin je sais qu'il y a plein de choses ainsi, donc j'essaye de varier. Là pour le moment, ce que je fais, c'est le matin, je me connecte, je fais une petite story pour dire bonne journée, pour mettre peut-être une phrase motivante, puis pour mettre le planning de la journée, puis au fur et à mesure, en fonction de ce dont j'ai envie, bah, je publie. Généralement, j'utilise juste Instagram pour faire mes stories. De temps en temps, j'essaye d'utiliser Canva pour faire des stories un peu plus visuelles, un peu plus esthétiques. Mais je sais que faire que des stories trop esthétiques, Mmh. c'est pas non plus très attrayant. Les gens aiment bien que ce soit aussi spontané, puisqu'au final, Instagram, ça devient de plus en plus spontané. On veut moins de filtres, on veut que la personne soit authentique. Donc ça, j'essaye de faire ça. Et alors, ce dont j'ai le plus dur, c'est de parler de mes services, mais de manière de sorte à utiliser les émotions. Moi, j'aime bien parler de mes services en mode, ah ben voilà, tu viens dans mon cours, t'as ça, 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 ça. Mais je sais, j'apprends de plus en plus que ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner
à avoir ton service, à prendre ton service. Ça va être quoi la transformation que tu leur proposes? Et j'essaye progressivement à mon rythme d'amener plus d'émotions dans mes stories, mais j'avoue pour moi c'est quelque chose de très difficile puisque je suis très structurée. Et moi quand j'achète quelque chose, je vais juste directement voir, ok, il y a ça m'intéresse, c'est bon, je prends. Ouais. Ça m'intéresse pas trop tout le côté émotionnel, mais je sais que la majorité des gens, c'est ce qui les intéresse, donc j'essaye de travailler là-dessus. Moi, ce que je trouve assez intéressant, et bon, alors c'est peut-être parce que j'aime bien jouer, mais c'est toutes tes petites stories où tu vas donner un verbe ou un mot Mhm. et nous proposer la traduction et d'arriver à tester finalement son Mhm. niveau. J'adore vraiment ce côté très interactif où on peut vraiment jouer. Donc ça, j'aime beaucoup. Tu as beaucoup de retours par rapport à ça, des bons résultats? C'est vrai, quand je faisais les quiz, ici je l'ai fait moins puisque la fonctionnalité quiz a disparu de mon Instagram, je ne sais toujours pas pourquoi. Ok. Donc, je faisais énormément de quiz et j'avais énormément de personnes qui participaient, même des personnes, des Français parfois qui me suivent et qui ne connaissent rien en néerlandais mais qui veulent tester. Il y en a parfois qui ont des bases en allemand, donc ils savent faire des liens et ils testent et genre ça les amuse. Et puis ce que je fais à la fin, parce que quand on fait des quiz en si, c'est bien que les gens répondent, mais c'est bien aussi d'aller interagir avec eux après, sinon ça n'appelle pas grand-chose. Donc j'allais leur parler, leur dire leurs résultats, enfin, c'était toujours très sympa et puis ça me permettait de nouer des liens, de tisser des liens avec la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je remette en place. Mais le problème aussi avec les réseaux sociaux, je mettais toute mon énergie dessus au début. Et puis maintenant, je commence à avoir beaucoup de clients. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour mes réseaux sociaux. Et ça me rend très triste parce que j'adorerais faire ça. Donc ici, c'est essayer de retrouver un petit peu un équilibre entre mes services et les réseaux sociaux. Alors malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup Mhm. d'entrepreneurs, hein, c'est d'avoir justement le... Au début, tu n'as pas de clients et donc tu as le temps. Et puis après, tu as des clients et donc tu n'as plus le temps. Donc il faut arriver à soit à mettre une routine en Mhm. place avec, comme tu le faisais, un calendrier éditorial Mhm. et te dire, bah, je travaille une demi-journée par semaine sur ce Mhm. calendrier et je planifie l'ensemble de ma communication. Ou de se dire, bah, ok, moi je veux être toujours en freestyle et le faire le matin, mais te lever peut-être 10-15 minutes plus Oui, tôt et de travailler là-dessus. Ben, tout simplement parce que du jour au lendemain, tes clients peuvent c'est ça. arrêter. C'est des clients qui sont peut-être des one-shot où ils Mhm. prennent un abonnement de 6 mois, un an, et puis après, une fois qu'ils parlent néerlandais. Alors, soit tu as une seconde offre qui vient, et donc ben, tu t'assures que tes clients niveau 1 vont prendre le niveau 2. Soit s'il n'y a pas d'offre qui vient après, ben, en fait, tes clients ne sont plus là. Et donc, il faut chaque fois recruter des nouveaux clients. Donc, c'est vrai C'est que assurer ben, ta présence sur les réseaux, surtout si c'est la seule finalement, ça reste essentiel. clairement. Mais Mm. ici, je me dis, ma priorité, c'est chouchouter mes clients, tout faire pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils puissent potentiellement revenir s'ils en ont besoin. Et puis après, me remettre effectivement sur les réseaux sociaux. Après, c'est parce que tu aimes beaucoup, sinon Oui, évidemment tu peux déléguer cette oui, c'est vrai. partie-là. Mais c'est vrai que c'est ta grande force, en tout cas pour l'instant, Mhm. c'est le fait que ce soit toi derrière Oui, qui parle aussi des difficultés de c'est ta ça. vie en tant qu'entrepreneur. On le C'est voit ça. sur tes réseaux. Je vous invite vraiment à aller voir ses réseaux. Je vais terminer par te poser deux questions. Quelle est ta vision pour le long terme? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh, sur le long terme, j'espère vraiment pouvoir proposer ce que je fais à l'heure actuelle, mais dans toutes les langues et pouvoir évidemment continuer à développer tout ça et devenir peut-être qui c'est la référence en matière d'apprentissage des langues. Ça serait vraiment mon objectif pour pouvoir créer une application aussi. Parce que je sais, perso, je suis une fan de Duolingo. Je suis la première à utiliser ça dans le train ou quand je suis dans une salle d'attente. Mais au final, avec Duolingo, par exemple, c'est bien, on apprend du vocabulaire, je conseille toujours. Mais au final, on ne peut pas parler une langue juste en utilisant Duolingo. Donc j'aimerais bien commencer à penser à créer une application qui sera payante, évidemment, mais qui sera beaucoup plus qualitative pour à la fin essayer de parler néerlandais, donc une mini formation sur application, quoi. Et dans toutes les langues, j'espère vraiment me Quelle belle développer. ambition. Ouais, ouais. Du coup, tu ferais plus ça toute seule? Non, non, là, ça risque d'être compliqué. OK. Est-ce que tu as un dernier mot, envie de dire quelque chose à la caméra, dire, aux personnes qui te regardent, qui ont envie soit d'être, entrepreneurs, soit, beh, tu leur inspires, quelque chose par rapport, à l'apprentissage du néerlandais et si tu veux même le faire en néerlandais, Oh. Oh, un mot, peut-être tu pas peux. encore. Ok, pour terminer, je dirais, je me répète à nouveau, mais si jamais tu es dans une phase où tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu as encore peur, et entoure-toi de personnes, c'est vraiment primordial. Forme-toi si ça peut t'aider à avoir plus de confiance en toi, mais surtout fonce. Fonce, tu vas apprendre sur le tas, c'est comme ça que tu vas grandir. Et si jamais tu veux parler d'entrepreneuriat ou de langues étrangères avec moi, tu peux toujours me contacter sur Cosiglotte. Super. Merci d'être, venu et petit chin chin, Oui, merci à toi. chin chin.